Bienvenue à Homemakers. Pour la deuxième fois, nous avons filmé ceci hier. Désolé pour le mauvais son lors de la première publication pour ceux qui l'ont vu. J'ai lu les feedbacks, connecté la mauvaise chose au mauvais endroit sur le microphone lavalier. Alors, nous voilà, Homemakers, 31 août, le dernier jour de l'été malheureusement. Je le ressens, l'automne arrive. On peut voir ce qui s'est passé durant l'été. Nous avons reçu environ 125 mm de pluie ces 2 dernières semaines. Cela a donc aidé à rendre l'endroit assez verdoyant, mais le non-labourage aide vraiment parce que cela assure une bonne rétention d'humidité par temps sec, un bon drainage par temps humide, une croissance forte et saine parce que le sol est sain. Il est plein de microbes sains, ils n'ont pas été perturbés. Je n'ai pas besoin d'utiliser d'engrais ou d'intrants synthétiques. Je n'utilise ni aliments ni engrais. Je n'utilise pas de granulés anti-limaces. Je n'utilise que du compost pour nourrir les microbes du sol et ils s'organisent ensuite. Ils travaillent pour nous, nourrissant les plantes. Donc pas besoin de s'inquiéter. Je mets la même quantité de compost sur tous mes livres ici. La plupart de ce que vous voyez sont des deuxièmes plantations faites en été. Nous n'avons mis aucun nouveau compost depuis décembre dernier, à l'exception de quelques lits étranges, avec un chevauchement d'épinards traînants que nous avons dégagé. Donc en gros, une application de compost par an pour 2 plantations. Et le résultat final de tout ça, c'est l'économie de temps massive par rapport à l'horticulture traditionnelle. Oui, non seulement il n'y a pas de creusage, mais il y a beaucoup moins d'attention à l'alimentation. Je mets la même quantité de compost que je sème des carottes ou que je plante des poireaux et je ne m'inquiète pas, vous savez, dois-je planter beaucoup de choses ou, vous savez, m'occuper beaucoup de choses et il y a très peu de mauvaises herbes. Je pense que c'est le plus grand gain de temps. C'est quelque chose que vous remarquerez au fur et à mesure que nous avançons et nous ne passons pas beaucoup de temps à désherber. Voici mon essai de creuser sans creuser, avec 2 lits ici. Ce sont les 2 seuls lits à Homemakers. Ils ont des côtés en bois et c'est pour délimiter l'essai. Les autres lits n'ont pas de côté en bois, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent et réduit les nuisibles. Et en fait, je pense que ça fonctionne mieux parce que les chemins ont un léger saupoudrage. Axez, n'est pas une couche épaisse, disons 1 pouce, 3 cm une fois par an, de copeaux de bois qui nourrit. Encore une fois, l'accent est mis sur l'alimentation des microbes du sol, des filaments fongiques comme les réseaux mycéliens, et cela ajoute de la fertilité sans la taille du bois. Les plantes peuvent se nourrir de ces voies et obtenir de l'humidité. Nous le voyons vraiment en été. Je vais rapidement passer en revue ces secondes plantations. C'est comme le céleri rave, la chicorée, pour les cœurs, pour le radicchio, pour les poireaux multisemés. Si certains aspects comme multisemés vous sont peu familiers, vous pouvez en apprendre plus dans mes autres vidéos. Betteraves multisemées, 2, 3 ou 4 en une touffe. Nous en avons déjà récolté certains. Ils ont été semés en juin. Cette deuxième plantation de céleri a été semée en mai. Tout ce bloc était des pommes de terre. Cette zone a déjà reçu cela. Cette petite zone a déjà donné 12,5 kg, soit 28 livres de pommes de terre. Du chou frisé qui a suivi les carottes. Des brassicacées, du chou rave. Tous les 20 jours environ, nous pulvérisons du Bacillus thuringiensis. Voyez cela dans ma vidéo sur la prévention des nuisibles. Les carottes seront bientôt récoltées, donc je ne les protège pas contre la mouche de la carotte. Ils ont été semés entre la laitue et le concombre après le chou. Maintenant, il y a déjà une 3e plantation de fenouil et de roquettes entre les haricots verts qui ont suivi la betterave. La croissance est très rapide quand vous ne creusez pas le sol, comme ces choux qui ont été en terre pendant seulement 9 semaines, mais ils entrent en tant que bons, forts, sains transplantations. Et c'est le cœur du jardin de ce point de vue, élever des plantes. Maintenant, vous pouvez jardiner sans cela. Vous pouvez diriger directement, c'est bien. Je ne suis pas pour imposer une façon de faire. Je ne veux jamais prescrire les choses en disant comment les faire. Je vous présente les bénéfices de certaines actions. Mais si vous pouvez élever des plantes fortes et saines à planter, en moyenne, nous plantons à 3 semaines, juste à partir de petits modules, et parfois ils sont plus âgés, et ils commencent tous la vie ici. Alors, j'utilise différents types de graines et de plateaux de modules pour soit éclaircir, soit semer en multi selon le légume que je sème. Visionnez à nouveau les vidéos de semis multiples. Ce printemps, nous avons semé il y a 2 jours, donc il y a presque toujours du nouveau qui commence ici. Et puis quand ils grandissent, je les déplace de là, peut-être là-bas.
Et puis nous les transplantons, vous savez, à partir d'un plateau. Si je vous montre ces endives, nous en avons planté certains hier après-midi. Ces derniers ont été semés seulement 3 semaines plus tôt. On peut y voir un beau système racinaire sain. Ils peuvent être plantés à ce stade. Nul besoin de grandes plantes pour les mettre en terre. Et cela signifie que nous avons besoin de moins d'espace pour cultiver des plantes car tout se passe très rapidement. Cette serre est principalement utilisée pour cultiver de la nourriture, avec juste un coin dédié à la propagation des plantes. Et parce qu'il fait plus chaud ici que dans le tunnel en plastique, notre climat étant océanique tempéré, zone 8 officiellement, mais en réalité c'est un été de zone 6, peut-être un hiver de zone 9. En été, il ne fait pas très chaud ici. Par exemple, les melons poussent mieux ici qu'ailleurs. Un melon et une pastèque suspendus dans le coin d'une plante grimpante. Aubergine, je l'entraîne sur 2 ficelles et encore une fois, elle se porte beaucoup mieux ici. Et les tomates en plein air attrapent souvent le mildiou tardif à cause de l'humidité d'ici. Alors qu'ici, je peux les garder au sec, mais garder les feuilles sèches et vous n'avez pas de mildiou. Nous pouvons donc récolter jusqu'à début octobre. Et puis cet espace et le tunnel de polyéthylène sont dédiés à la culture de la salade en hiver, l'une de mes principales sources de revenus. Ce jardin fait 1/4 d'acre, soit 1000 mètres carrés, et puis nous vendons en un an plus de 20 000 livres de produits. Vous voyez donc plus qu'un simple jardin familial. Cela dit, je gère bien un jardin familial ici, et il figure en fait dans les derniers numéros du magazine de jardinage, mois après mois, vous guidant, un peu comme je le fais dans les vidéos sur les petits jardins, à travers les différents blocs. Il y a donc 3 plates-bandes, chacune ayant 3 ou 4 blocs de différents légumes à tout moment, et dès que un légume terminé, un autre est planté. Alors ici, par exemple, c'était des épinards au printemps. Nous avons planté des tomates entre les épinards. Maintenant, alors qu'ils finissent, et même avant qu'ils ne finissent, nous avons planté encore plus d'épinards, en fait. Et donc, vous savez, le sol est nu, très peu. Il n'y a pas besoin de culture de couverture, car la couverture est des légumes ou du compost ou du compost. Le sol intact est toujours couvert. Avoir du compost, surtout dans un tel climat, permet de facilement implanter ce qui est nécessaire à tout moment de l'année. Cela s'applique aux choux-fleurs du prochain printemps. Et je les ai insérés entre des haricots verts qui eux-mêmes ont suivi les oignons de printemps, une 3e récolte cette année, choux raves, carottes et betteraves semées en multi. Donc c'est 25 mètres carrés, 270 pieds carrés, qui produisent peut-être 150 kg par an, plus de 300 livres de légumes. Obtenir des quantités décentes de nourriture à partir de petits espaces est vraiment la voie à suivre, car vous passez alors moins de temps. Vous pouvez avoir de magnifiques plantations. Vous pouvez passer plus de temps à le rendre beau et s'assurer que les choses se déroulent toujours comme prévu. Ce matin, nous avons travaillé un peu sur les tomates en continuant à éliminer les pousses latérales, à défeuiller et à tailler les grappes. Les concombres, c'est un travail continu. J'enlève les feuilles inférieures et la tige principale continue sa croissance avant de redescendre. Et je continue à cueillir, j'enlève un concombre sur 2. Mais globalement, je suis satisfait de leur look. Donc à cette période de l'année, c'est quand des maladies comme l'oïdium peuvent s'installer et elles sont propres. Nous arrosons ici à la main pendant l'été pour éviter de mouiller les feuilles. Cela inclut l'aubergine, le poivre, les melons et surtout les tomates pour l'arrosage. Mais nous allons arroser quelque chose comme ce céleri. C'est une culture dérobée qui a suivi les haricots verts français. Donc c'est du céleri. Encore une fois, il n'a été en terre que pendant environ 8 semaines et avance vraiment bien. Vous pouvez le voir dans ma vidéo sur comment cultiver le céleri et aussi comment nous faisons des pousses latérales pour obtenir une tige plus jolie. Et encore une fois, très peu de mauvaises herbes ici, et c'est le résultat de presque aucun désherbage. On peut donc se concentrer sur des choses plus importantes comme la cueillette des fruits. La cueillette, l'élagage, l'ébourgeonnement des tomates est un gros travail. En tant que maraîcher, je suis toujours étonné de voir la quantité de travail que nous mettons dans les tomates pour un retour vraiment relativement faible. Financièrement, cultiver des caves d'hiver comme je l'ai fait ici est bien plus rentable. Ce tunnel de polyéthylène vient de First Tunnels et je l'aime vraiment parce qu'il a de bons côtés solides. Il a de belles portes coulissantes.
L'ensemble a coûté environ 2000 livres si vous l'achetez tel quel, comme vous le voyez ici, 18 pieds de large, 42 pieds de long, et ils vous factureront environ 2000 livres pour l'ériger, juste pour vous donner une idée. Je pense que cela en vaut vraiment la peine. Si vous avez un jardin assez grand pour un tunnel de polyéthylène et que vous avez le temps de le gérer et de l'arroser, cela en vaut la peine. Cette zone, j'en ai parlé dans un... En fait, non, c'est une vidéo que nous n'avons pas encore publiée, désolé. Elle sera publiée cet hiver. C'est une vidéo sur la fabrication de nouveaux lits avec du carton et du compost. C'est ainsi que nous commençons. Ensuite, nous avons suivi en plantant. C'était des pommes de terre. Donc 34, désolé, une centaine et laissez-moi bien comprendre. Non, c'était 54 kilos, c'est ça, pour les 2 lits. 54 kilos de pommes de terre. Et ils sont sortis le 13 juillet. Et le même jour, nous avons transplanté ces poireaux. J'utilise des couvertures en maille comme celle-ci pour éloigner les insectes. Dans ce cas, c'est la teigne du poireau. Et la teigne du poireau pond ses œufs dans les poireaux, causant de sérieux dégâts. Mais je n'avais pas assez de grillage pour ce lit. J'ai décidé de le laisser pour voir. Finalement, il n'y a pas eu de teigne du poireau cet été. Vous savez, les nuisibles sont un peu comme ça, mais la prévention est définitivement meilleure que d'essayer de rattraper après. Derrière moi ici, vous pouvez voir à quoi ressemblait Omacres. Quand je suis arrivé, c'était comme ce champ-là. Il y a beaucoup de liserons là-bas, beaucoup de chiens-dents, beaucoup de cette herbe ici et du chien-dent. Et juste en le paillant, couvrez avec du carton, cela pourrait être un vieux tapis de laine si vous n'aviez que du vieux tapis de laine, pas moderne. Polyéthylène, plastique, tout ce qu'il faut pour priver les mauvaises herbes de lumière est votre point de départ. Et cela inclut le compost. Regardez ma vidéo de démarrage sans entrer dans les détails, mais c'est ainsi que tout commence. Voici un résultat. C'est comme si, parce que cette zone, ce côté de la serre était plein de liserons quand je suis arrivé. Et les 2 premiers étés ont été assez laborieux pour enlever tout ce liseron, et nous avons juste continué. Et maintenant, il n'y en a plus. La méthode sans bêchage permet d'accomplir cela. C'est la différence avec la culture du sol. Vous pouvez atteindre une sorte de point d'équilibre où le sol est content de ne pas être massivement perturbé. Il n'a donc pas besoin de produire autant de mauvaises herbes car elles font partie d'un mécanisme de récupération. Si vous pensez à ce mot récupération, littéralement recouvrir, ils ne sont plus nécessaires. Nous désherbons et arrachons les herbes indésirables. Un peu de liseron s'infiltre toujours ici depuis cette zone infestée, mais nous continuons à l'enlever à la truelle. Cela se fait rapidement, limitant sa propagation. Le bordage est important. Je garde le bord soigné et jetons l'herbe. Nous allons continuer avec des cisailles à long manche pour éviter l'envahissement. Je passe autant de temps à cette tâche qu'à désherber réellement. Le désherbage étant une corvée, je ne l'apprécie pas particulièrement. En l'éliminant, vous pouvez vous concentrer sur la culture et surtout sur la cueillette. La cueillette est l'étape la plus chronophage. Mais c'est une belle situation dans laquelle se trouver, comme cueillir du maïs doux. Si je peux trouver un épi ici. C'est intéressant parce que aussi vous savez, j'essaye toujours des choses. C'est une pratique ancienne et établie. Un peu comme 3 sœurs, 2 sœurs dans ce cas, pas de haricots, mais du maïs et de la courge. Et il est supposé que si vous plantez votre maïs, non pas en bloc comme ceci en ligne, ils ne peuvent pas polliniser les soies. Mais regardez ça, c'est un très beau maïs. Il y a donc un petit peu 1 ou 2 grains manqués là, mais en gros cela a bien fonctionné. Donc je suis content de ça. Et puis nous avons la courge, et vous pouvez dire quand elles sont mûres, parce que celles-ci ne sont pas tout à fait mûres, mais quand elles sont prêtes à être cueillies, elles commenceront à sécher sur la tige, et si nous regardons juste en dessous, c'est en fait des algues. Une algue a mis un peu de paillis d'algues, ça a l'air humide et détrempé, mais vous n'avez pas besoin de les soutenir sur quoi que ce soit parce qu'elles ont une peau si dure à ce stade. Elles restent là jusqu'à la récolte. Et nous avons aussi, en regardant en arrière 1 minute, nous avons remarqué comment les haricots, dans les vents que nous avons eu des vents violents cette année, ont mieux résisté en forme de tipi plutôt qu'en ligne. Les 3 premiers blocs sont des lignes à travers le lit
Et puis en avançant ici, vous pouvez voir que les 3 suivants sont des tipis. Et je suis très satisfait de sa durabilité. Je pense qu'ils ont l'air très bien aussi, les tipis. Cela a juste l'air, c'est une belle partie en 3 dimensions du jardin. Toutefois, en approchant de l'hiver, nous perdons de la hauteur et les légumes tendent à pousser plus bas. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime ces brocolis en fait, parce qu'ils se dressent un peu et ils sont balayés par le vent. Et déjà, ils ont été soufflés. Et cela a causé à certains d'entre eux de se renverser puisqu'ils se redressent. Ils ont donc une sorte d'inclinaison intégrée dans leur tige. Je ne les soutiens pas, je les laisse juste pousser. Cela suit les fèves. Donc, toutes ces secondes plantations, pas de nouveau compost. Donc c'était des fèves terminées en juin, à partir d'une transplantation de décembre. Voici une récolte d'été de soja destinée à l'edamame. C'est une récolte d'automne, donc ce sont des brassicas pour la salade, comme la moutarde, différentes moutardes colorées en fait, entièrement là, et du chou chinois dans la partie la plus éloignée. Et de nouveau, cette moustiquaire en maille pour se protéger des pires insectes. C'est une maille un peu moins fine. Celui là-bas est plus fin. Pour une maille très fine contre les altises, choisissez du permamesh, du tender mesh ou du veggie mesh. Il porte différents noms, mais assurez-vous qu'il est vraiment fin. En fait, c'est vraiment un fin. Et c'est pour éloigner les mouches de la racine des carottes. Donc je garde une couverture sur les carottes à partir du 10 août jusqu'en octobre parce qu'elles semblent toujours voler. C'est une rudbeckia, une très belle fleur pour l'automne. Je me concentre sur cela car il est plus facile d'avoir des fleurs au printemps qu'en automne. Les salades. Les fleurs sont bien rangées grâce à leur cueillette continue. On retire les feuilles externes. C'est donc ce que nous faisons dans le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et vous pouvez garder les mêmes plantes plus longtemps. C'est ce qui fait toute sa beauté. Nous ne pratiquons pas de semis réguliers. Je sème de la laitue 4 fois par an. À l'automne, je sème aussi diverses variétés d'endives et de chicorées, plus les herbes que nous ajoutons. Ce lit a des endives dont on cueille les feuilles extérieures, et au-delà, ce sont des chicorées pour les cœurs. Et l'intérêt de cela est que les cœurs de chicorée arrivent à l'automne lorsque les nouvelles feuilles ne poussent pas autant. Les feuilles stockées sont une forme d'énergie, comme des sacs de salade. Ces 2 plates-bandes de salade, nous les avons interplantées juste hier. Donc par exemple, vous pouvez voir, eh bien, vous ne pouvez peut-être pas voir en fait, si vous regardez de très près, vous pouvez voir entre ces endives, c'est du cresson de terre là par exemple. Et j'ai mis un filet juste au cas où des lapins passeraient par là. Je n'ai pas beaucoup de lapins ici, mais les légumes que les lapins aiment ou que les lapins d'ici aiment, ce sont ces petites pousses et une petite morsure, et elles disparaissent. Donc les semis que nous avons ici, encore une fois, vous pouvez probablement le voir plus clairement entre ces laitues rouges qui finiront bientôt, peut-être même juste une semaine de plus. Elles se lèvent maintenant, feuilles de chêne rouge, et c'est de la roquette là-bas. L'avantage de la méthode sans bêchage est que la faible présence de mauvaises herbes évite de préparer le lit de plantation. Là, vous pouvez mettre vos semis où il y a de la place, même s'il y a déjà quelque chose qui pousse. Et ce qui pousse déjà sert de culture d'accompagnement. Les vieux agriculteurs parlent de cela. Ils les nomment culture d'accompagnement. Si vous sous-ensemencez, ce serait leur cas. Je fais principalement des transplantations. Donc j'ai fait un tout. Nous mettons les plantes. Ce sont des épinards qui poussent entre ces belles laitues Batavia. Plus de roquettes et de la moutarde. Quelle que soit la saison, cela pourrait être du fenouil. Nous avons du fenouil là-bas. Et puis là-haut, nous avons bien plus d'épinards. Et ces plants de laitue, nous les avons en fait cueillis 6 fois déjà, 6 semaines de récolte à partir de ce lit. Et les bataves en particulier continuent pendant au moins encore 4 semaines. C'est une valeur fantastique d'une seule plantation. C'est une réduction de travail. Une coupe rapide nécessite ensuite de retirer les plantes et ressemer le lit vide pendant un certain temps. Des choux chinois sont de retour pour l'automne. Et ce lit est intéressant simplement parce qu'il est un peu inhabituel. Je n'ai jamais essayé avant, c'est intéressant pour moi. Et c'était comme des pois d'automne, totalement hors saison. Je ne recommande pas ça d'habitude, mais un ami, Peter Seabrook, a suggéré la variété terrain, Terrain. Le pois d'automne ne souffre pas d'oïdium. D'ordinaire, je ne planterai pas de pois en automne. Ce n'est pas leur saison.
Cultiver des plantes pendant leur meilleure saison vous donne les meilleurs résultats. Ne pas essayer quelque chose de trop sophistiqué, c'est une des clés pour avoir un jardin facile et réussi. L'autre clé, que vous pratiquiez ou non le sans-bêchage, même en bêchant, vous avez besoin de tas de compost. C'est un peu dommage car je mets l'accent sur le compost. Je pense que c'est devenu un peu trop synonyme en effet. Les gens disent maintenant souvent qu'ils ne peuvent pas pratiquer le non-labour par manque de compost. Oui, tu peux le faire avec pas beaucoup de compost, mais tu devras juste passer plus de temps. Tu auras presque certainement plus de mauvaises herbes. Il y a une certaine quantité de compost que tu mets qui résulte en moins de mauvaises herbes et aussi plus de récoltes, plus de kilogrammes par mètre carré en d'autres termes, ce qui signifie moins de temps à la fin. Une surface réduite implique donc moins de compost. Donc tu sais, c'est un bel équilibre à trouver là. Chaque personne doit trouver le sien. Ces tas de compost, je vais vous en montrer un là-haut dans une minute, mais celui-ci n'est pas tout à fait prêt. Nous commençons dans la baie 2 et nous la déplaçons dans la baie 1 quand c'est là pendant environ 6 semaines, en train de refroidir. Ils deviennent assez chauds. Chaque baie a environ 6 semaines d'ajout à du jardin et aussi d'autres endroits. Là, je peux voir juste, par exemple, un peu de café. Et c'était du marque de café d'un café local à Froome Mouintou et il les livre très gentiment. C'est environ 60 à 70 kilos à la fois, un ajout significatif à mon tas de compost. Pour faire beaucoup de compost, devenez un récupérateur et utilisez les déchets des autres en plus des vôtres, comme ce sont quelques feuilles de chou. C'est une feuille de chou, un champ de chou craquelé que nous étions en train de retirer hier pour nettoyer les plantes. Et c'est un autre aspect de la réduction du nombre de limaces, car gardez vos plantes bien rangées. Non, les feuilles jaunes n'attirent pas les limaces. Vous pouvez voir, grâce à ce thermomètre, que le tas de compost est assez chaud, et presque 70 degrés Celsius, en fait presque trop chaud, mais il ne reste pas à ce niveau très longtemps. Il descendra près de 60. En fait, tout ce que nous avons ajouté d'ici vers le haut ne date que de la semaine dernière. En dessous, c'était presque 4 semaines, mais évidemment le fond est beaucoup plus dense et il continue de couler tout le temps. Comme vous le savez, si vous essayez de faire du compost, vous avez besoin de beaucoup de matière pour en obtenir autant, par exemple. Probablement une semaine de plus d'utilisation, puis nous commencerons à en fabriquer un nouveau ici, qui n'est pas encore prêt, car nous devons déplacer celui-ci. Nous le stockerons jusqu'à l'automne, quand nous en aurons besoin. Et ici, je vais simplement en choisir un peu. C'est magnifiquement doux. Je peux simplement y aller avec ma main et vous montrer ce compost, par exemple. Vous savez, c'est que pourriez-vous vouloir de plus agréable que ça? Et les morceaux de bois ne me dérangent pas. Je l'utilise tel quel, sans tamiser. Des morceaux de bois tombent sur le chemin. Et les grumeaux ne comptent pas. Les grumeaux en surface se décomposent avec le temps, mais quelques-uns sont bénéfiques. Il n'a pas besoin d'être parfaitement bon. Vous pourriez l'utiliser pour le rempotage, mais il faudrait le tamiser. Avoir la zone de compostage avec un toit me sert vraiment bien, car cela protège le compost de la pluie, ce qui empêche qu'il devienne détrempé et relativement sans air. Cela maintient de l'air dans le compost. Cela signifie aussi que j'ai un endroit pour stocker mes oignons, par exemple, ou tout ce qui doit rester à l'abri et au sec. Alors que le tas de copeaux de bois ici n'a pas besoin d'être gardé au sec, je veux qu'il soit mouillé. Ce sont des copeaux de bois d'un chirurgien d'arbres local. Et lui, il m'apporte ça une fois par an, disons, peu importe, c'était en janvier. Donc vous pouvez voir que ça devient juste agréable et s'assombrit un peu, mais en aucun cas tout est décomposé. Il y a des morceaux de bois là, mais malgré un peu de décomposition, ça va. J'aime assez qu'il soit comme ça quand je le mets sur mes chemins en novembre, décembre. Donc c'est le paillis de chemin. Nous l'utiliserons aussi un peu dans les tas de compost comme un brin. Passez d'abord une tondeuse dessus. Elle le hache en presque une poudre une fois qu'il est finement décomposé. Ici nous avons un peu plus de plantes vivaces, ainsi que des annuelles, comme dans ce coin il y a des framboises. Et ça a été un été difficile pour les framboises, avec la pluie et le vent. Mais elles commencent juste à bien pousser maintenant. Et ce sont des framboises d'automne, donc elles sont à la hauteur de leur nom. Et regardez simplement, vous savez, leur beauté et leur taille. Celui-ci c'est légèrement endommagé par le vent. Bon à manger cependant. Le goût est incroyable. Et ouais, je ferais mieux de ne pas traîner ici.
mais c'est un bel endroit pour venir prendre le petit déjeuner. Et puis ceci est une oseille à feuilles de bouclier vivace. Vous pouvez voir les détails de cette zone dans une vidéo que nous avons mise en ligne en juin, intitulée « Quand cueillir ?» ou « Récolte, récolte précoce, récolte début d'été ». Et ces jolies plantes sont de la chicorée. Je n'ai pas mon couteau sur moi en fait, donc je ne peux pas en couper un pour vous montrer, mais ils font ces cœurs. Si je prends juste une ou deux feuilles là, vous pouvez voir comme nous allons vers les plantes, nous nous dirigeons vers un beau milieu rouge. Plus vous enlevez, plus ça devient rouge en gros. Nous récoltons donc ceux-ci à temps lorsqu'ils sont prêts. Une récolte variable, c'est fantastique. Et puis l'asperge ici est maintenant âgée de 8 ans et regardez quelle forêt elle forme en été. Donc nous l'accueillons généralement jusqu'au jour le plus long, puis nous la laissons pousser. Et cela nourrit les racines qui sont appelées couronnes. Et vous pouvez réellement voir les étapes de croissance là-bas. Il y a quelques petits bébés qui grandissent et se transforment progressivement en des un peu plus grands, comme celui-là par exemple. En quelques jours, voire en une journée, ça ressemblera à ça. Et dans quelques jours, ça ressemblera à ça. C'est donc une plante fougère qui est exubérante. La non-culture me permet de peu désherber à cet endroit. Cela rend les choses beaucoup plus faciles. Ces choux de Bruxelles récoltés seront récoltés à l'automne, en hiver et au printemps. Différentes variétés permettent une longue période de récolte. Et c'est la deuxième récolte après les carottes. Donc en d'autres termes, dans les carottes, j'ai semé des carottes ici le 21 mars, à l'équinoxe. J'avais une polaire dessus pour les garder au chaud. Et nous avons commencé la récolte à la fin du mois de mai. Nous avons mis les plants de choux de Bruxelles entre les carottes dans les espaces récoltés. Sans alimentation, nous avons eu des carottes suivies par ces incroyables choux de Bruxelles. Ces plantes sont de la chicorée qui a suivi la betterave. Et ensuite, nous allons regarder la rigole à 3 bandes que je présente également dans des vidéos, donc vous pouvez en savoir plus à ce sujet là-bas. Mais brièvement, c'est d'abord la bande 3 qui est du fumier de vache composté plutôt que toute autre chose. C'est tout ce qui n'a pas de creusage. La bande 2, celle du milieu, est également sans creusage et elle a du compost de déchets verts et du compost de champignons. Et puis la bande 1 n'est pas sans creusage parce que nous la bêchons. Pour moi, le bêchage perturbe le sol et ne compte donc pas comme une technique sans creusage. Ce que je fais, c'est cultiver les mêmes cultures dans chaque bande, peser la récolte et comparer les résultats. Et sur 6 ans, en fait, le plus élevé est la bande 2, sans creusage avec le champignon de déchets verts. Ce n'est pas loin derrière le fumier bovin. De plus, à l'intérieur des bandes, il y a également des lits. Et avec les lits, j'essaye différents légumes et aussi sans rotation. C'est la première année de céleri rave. Ça a l'air plutôt bien. Et ces choux ont également l'air plutôt bien. Un aspect intéressant est que c'est leur 6e année consécutive de culture de choux à cet endroit. C'est suivi par des fèves. Donc c'est des fèves, du chou, des fèves, du chou, des fèves, du chou. Tout cela en l'espace d'une année. Vous savez, beaucoup de légumes sont semestriels. Ici, nous avons des pommes de terre, encore une fois, semestrielles. Ils ne prennent pas une année entière pour pousser si vous cultivez en deuxième hâtif. Donc, les pommes de terre Charlotte, celles-ci ont été récoltées le 13e de juillet. Et puis, le même jour, nous plantons les poireaux. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Il est vraiment important de les planter au bon moment. Les poireaux ont été semés le 5 avril. Ils avaient un filet dessus. Je viens de l'enlever, en fait. Voilà. Je suis vraiment impressionné. Je ne savais pas quel serait le résultat de cette tentative. Si tu penses, il y a 6 années de suite, cela a fait pousser des poireaux dans ce même lit et ils ont l'air aussi sains que les poireaux ailleurs dans le jardin. Pareil pour le chou. Je suis vraiment content et ouais, voyons où cela nous mène. Les carottes ont suivi la laitue, puis nous avons eu du chou frisé. 3e année consécutive dans ce cas. Du chou frisé après 4 années d'épinards dans ce lit à côté des pommiers. Nous les pulvérisons également avec du Bacillus thuringiensis, mais pas très souvent. C'est juste une fois tous les 20 jours. Surtout si vous vendez vos produits, vous devez les garder assez jolis. Et si vous êtes chez vous, éliminez les larves et les chenilles, bien que cela puisse ne pas être nécessaire. Ces betteraves, encore une fois, semées en multi. Et en fait, celle-ci, elle n'a pas été semée en multi. C'est un exemple de ce qui se passe si je rate le semis en multi.
Regardez ce qui s'est passé là. Ce n'est pas vraiment censé être ce qui se passe. Normalement, vous obtenez 3 ou 4 autres plus réguliers, mais cela montre le niveau de fertilité dans le sol. Et encore une fois, pas de nouveau compost. Il a déjà eu du brocoli. Il avait du brocoli ce printemps. Et c'était vraiment agréable. Une fois fait, nous avons transplanté ces betteraves le 29 juin. Et puis le prochain lit était à nouveau des pommes de terre premières ou deuxièmes précoces qui, dès qu'elles étaient terminées, nous avons transplanté les poireaux et les chicorées. Alors, enfin, nous avons quelques pommiers. Et voilà, ceux-ci ont été plantés quand je suis arrivé ici. Donc ils sont là, sur porte-greffe M26 et MM106. Ces 6 porte-greffes sont assez vigoureux. Je les ai taillés durement pour les garder à portée de main et je pense que j'en ai fait trop en fait. Je vais tailler moins. Non, je vais juste les laisser grandir. Nous n'avons pas eu une récolte de pommes brillante cette année, mais le temps a été très contre nous. Un avril trop chaud et du gel le 12e mai, ils n'ont tout simplement pas aimé, ils n'ont pas aimé ça. Et enfin, les tas de compost ici. Ces derniers ne font rien cette année. Nous n'avions pas besoin de tout le compost. Alors, c'est du compost de mousse verte et du compost de champignons qui est maintenant assez actif. Il y a un an, cet a été chaud à leur arrivée. Il est déconseillé d'utiliser du compost encore chaud. Laissez-le refroidir. Si vous achetez du compost, réfléchissez-y à l'avance. Essayez de l'obtenir 3 mois avant que vous en ayez peut-être besoin. Si vous avez un tas de compost inutilisé tout l'été en attente pour l'automne, faites-y pousser quelque chose. Une plante de pommes de terre spontanée au milieu a produit un seau entier de tubercules. C'est donc comme un bonus. Selon ce que j'ai entendu, les gens s'inquiètent de la perte de nutriments en cultivant sur ces sols. D'après mon expérience, ce n'est pas le cas. J'ai essayé ça, j'ai eu du fumier de vache pendant 3 ans. Et quand je l'ai finalement étalé, les résultats étaient brillants. Le compost nécessite une stimulation microbienne et un apport en nutriments adéquat. Pour une culture réussie des légumes sans creuser, les jardiniers expérimentés doivent simplement adapter légèrement leur état d'esprit. Et c'est tellement une question de biologie. Et j'espère que vous avez apprécié de jeter un œil au jardin et de ressentir cela et combien peu de mauvaises herbes vous obtenez en conséquence. Et je résume beaucoup de cela dans mon nouveau livre qui vient de sortir, Le jardinage sans bêchage. Il est tiré de mon cours en ligne. C'est un autre endroit où vous pouvez trouver encore plus d'informations et de vidéos. Cette semaine, nous lançons un calendrier de dates de couture. Vous pouvez donc trouver des liens vers tout ceci dans la description de la vidéo et j'espère que vous les apprécierez.